Du jour au lendemain, leur vie a pris un nouveau tournant. Vous allumez la lumière et vous vous rendez compte qu'il fait vraiment très sombre. Tout d'un coup, plaf, il y avait la musique dans la voiture, puis plus rien. Un accident ou une maladie les a privés de l'un de leurs 5 sens. Je me suis réveillée, j'étais dans le noir tout de suite. Ça s'est fait par étapes. J'ai réellement perdu la vue à 30 ans. Ils ont dû réapprendre à vivre. J'ai accepté l'handicap. L'autonomie, ça vient très rapidement parce qu'on n'a pas trop le choix. Le monde est sauvage pour les déplacements, puis bon, apprendre à faire à manger, en toute autonomie, sans se brûler. J'ai une très bonne ouïe, j'entends dans votre oreillette quand on vous parle. Ah bon? Mais où ont-ils puisé la force de surmonter leur handicap et de retrouver goût à la vie? Dans la vie, c'est toujours rebondir, rebondir. Le tout, c'est d'avancer quand même. Bonjour à tous, merci d'être avec nous jour après jour et merci à nos invités d'être venus jusqu'à nous pour nous raconter leur histoire. Du jour au lendemain, à cause d'un accident ou d'une maladie dégénérative, ils ont perdu l'un des 5 sens. Du jour au lendemain, leur vie a changé et ils ont dû apprendre à vivre autrement. Alors, comment sont-ils parvenus à surmonter leur handicap et à s'adapter à leur nouvelle vie? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et puis, juste après ces récits sur la détermination, Roselyne et Laurence nous donnent rendez-vous dans l'Histoire continue pour vous raconter ce qui a changé dans leur vie depuis leur première visite sur notre plateau. Mais d'abord, faisons la connaissance de Christa. Bonjour Christa. Bonjour. Vous êtes notre invitée à la croisée des chemins. Le 28 novembre 2012, vous avez perdu tous vos points de repère et depuis, vous vous sentez déstabilisée. Que vous est-il arrivé ce jour-là? Alors, j'étais à mon cours de théâtre et j'ai eu un accident. Lors d'un exercice, on nous a fait pousser un cri. Donc, je me souviens du cri que j'ai poussé. Et ensuite, un trou noir. Je me suis réveillée 3 heures après aux urgences avec un trauma crânien, fracture du crâne, fracture du coccyx et du sacrum. Et qu'est-ce qui s'était passé? Vous étiez tombée? J'ai fait une syncope ou suite à un effet indésirable d'un médicament. Voilà, j'ai perdu connaissance, je me souviens de rien. Est-ce que ça a eu des conséquences sur votre santé, tout ça? Oui. J'ai mon activité cérébrale qui est ralentie quand même encore 9 mois après. Est-ce que vous avez des troubles de la mémoire? Oui. Parce que je vous vois ne plus vous souvenir de ce que vous venez de me dire. Ça vous arrive, par exemple? Oui, très fréquemment. Ouais. Je suis moins spontanée. C'est-à-dire qu'il me faut plus de temps pour répondre aux questions. Et bon, là, maintenant, l'activité cérébrale, j'arrive de nouveau à lire, mais pendant quelques mois, j'avais beaucoup de mal à lire, à écouter de la musique. Quand j'étais exposée au bruit violent, ça me donnait des migraines. Et donc là, ça commence à aller. Bon, j'ai quelques suites... Quelques séquelles encore? Oui. Parce que 3 mois après votre accident, vous avez pris conscience que quelque chose avait changé dans votre rapport au monde. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Alors en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu le goût et l'odorat. Et vous avez mis tant de temps à vous en rendre compte? Oui. Comment ça se fait? Parce qu'au départ, je pense que j'étais focalisée sur l'activité cérébrale, j'étais sous état de choc, donc le fait de ne plus apprécier les aliments que je mange, j'ai mis ça sous l'effet de l'accident, j'étais fatiguée. Est-ce que pour vous, tout avait le même goût? Alors,
À l'époque, je ne savais pas mettre de mots dessus. Maintenant, il me reste, on va dire, 2 types d'aliments, les mangeables, on va dire, et les pas bons du tout. Et les mangeables, ils ont goût de quoi? Tout a le même goût, en fait. J'ai toujours le même goût dans la bouche et la même odeur dans le nez. Donc, j'ai arrivé à définir ce goût. En fait, c'est le goût d'un yaourt à la vanille. Alors, tout a le même goût et tout sent pareil. Mais tout, alors, tout. Que ce soit un beefsteak, le tout. Gel douche, tout. Tout sent la vanille. Tout sent la vanille. Heureusement que c'est la vanille, ça pourrait sentir autre chose. Oui. Oui. Bon. Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin de tout ça? Alors, j'en ai parlé à la neurologue. Bon, apparemment, elle, c'était pas vraiment sa priorité. Il fallait qu'on se concentre plus sur les pertes d'équilibre, tout ça. Et bon, j'en ai parlé, oui, mais il n'y a pas eu de réponse, en fait. Est-ce qu'elle vous a dit que ça pouvait s'améliorer, que ça pouvait revenir? Oui, alors elle m'a dit qu'ils ne savent pas. Ça peut revenir dans moins d'1 an, comme dans 36 mois. Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse. Non. Donc ça fait 10 mois maintenant que vous avez perdu l'odorat et le goût. Est-ce que ça a transformé votre manière de vivre? Au niveau de ma personnalité, j'ai l'impression d'avoir perdu ma personnalité. Un jour, je m'en suis vraiment aperçue quand j'ai voulu changer de parfum. Je suis allée dans une parfumerie, j'étais incapable de dire à la vendeuse si j'aimais ou je n'aimais pas. Et pourquoi vous avez voulu changer de parfum? Dans la mesure où vous ne sentiez plus rien? Parce que ça fait partie de moi, je me suis toujours parfumée et puis en règle générale, quand il y a des nouvelles étapes dans la vie ou changements... Changement de quoi, par exemple? Quand je change de chéri, on va dire, je change de parfum. Mais ça vous arrive souvent? Non, un peu, bon. Non, pas trop souvent, non. Vous en souvenez quand même de vos anciens chéris? Bien sûr, oui. Ah oui, donc ça, vous en souvenez? Oui. C'était quand même des longues histoires de 20 ans de vie commune, donc je ne pourrais pas... Non, ça, on se souvient. Mais donc, pour revenir à l'histoire du parfum, donc... oui, je suis incapable... donc la vendeuse m'a proposé de le faire sentir à mon entourage pour voir si ça m'allait. Ça pouvait me convenir et puis finalement j'ai décidé de garder les senteurs que j'aimais avant puisque ça me correspondait. Ouais. Donc voilà. Mais parce que, alors, entre-temps, vous aviez changé de chéri pour changer de parfum ou pas depuis? Oui. Ah d'accord. Alors, vous avez dit à nos journalistes, au cours de la préparation de cette émission, que vous parliez très peu de ce qui vous est arrivé, car vous n'avez pas envie que l'on s'apitoie sur votre sort. Oui, parce que ça paraît... Oui, puis j'avais pas envie d'en parler, d'expliquer. Mais parce que vous avez honte? Peut-être que je comprenais pas bien ce qui se passait en moi. Ouais. Ce changement au niveau de ma personnalité, donc c'est difficile à expliquer. Et le fait déjà d'avoir eu des entretiens plusieurs fois avec votre journaliste m'a déjà permis de comprendre certains changements en moi, parce qu'il faut du temps. Mais vous avez l'impression que vous avez une personnalité très différente aujourd'hui? Oui, je ne sais plus qui je suis. Alors, on va essayer d'y voir plus clair dans votre histoire. J'espère que l'expérience de nos autres invités va vous permettre d'avancer dans votre vie. Et puis, nous avons surtout notre Yvonne nationale que tout le monde vous arrache. Yvonne, donc, qui va vous aider peut-être à y voir plus clair. Quel regard portez-vous, Yvonne, sur la période que traverse actuellement Christa? Alors, pour Christa, c'est vrai que vivre dans un monde sans odeur et sans saveur, eh bien, c'est quand même très, très difficile. Néanmoins, quand on vous écoute, Christa, on sent que vous avez eu un défaut d'information médicale sur votre problème. Vous souffrez de ce qu'on appelle une anosmie, c'est-à-dire une perte de goût, une perte d'odorat, et qui est concomitante à souvent des traumatismes crâniens. Et je crois que vous êtes dans le flou et un peu dans le déni de ce que vous vivez.
parce qu'on ne vous a pas expliqué, on ne vous a pas dit ce dont vous souffrez, on n'a pas mis de diagnostic sur votre problème. Alors, qu'est-ce que ça provoque quand on vit dans une ambiance qui est sans goût et sans saveur, d'une part? On a une perte de mémoire, dû sans doute aussi au traumatisme crânien, mais il faut savoir que le goût et l'odorat est directement lié à notre mémoire sensorielle. C'est la fameuse Madeleine de Proust, c'est-à-dire vous sentez l'odeur du pain grillé le matin, ça vous rappelle les tartines de votre enfance. Eh bien, il y a tout ce pan-là. Ce n'est pas votre personnalité qui a changé, mais il y a tout un pan de votre histoire sensorielle qui est minimisé. Donc, vous confondez beaucoup de choses. Et je crois que pour avancer, parce que vous avez quand même beaucoup de tonus, beaucoup d'humour, vous êtes dans l'action, néanmoins, ce trouble est invisible. C'est-à-dire qu'on vous voit et on dit « mais de quoi souffre-t-elle » Eh bien, c'est une grande souffrance. Et c'est aussi un grand danger. Parce que quand on n'a pas d'odorat, eh bien, vous ne sentez pas l'odeur du brûlé, vous ne sentez pas l'odeur du gaz. Ça peut être au niveau du quotidien, eh bien, entraîner des accidents domestiques. Donc, c'est dangereux. Je crois qu'il faut savoir déjà dès lors, essayer d'identifier vraiment si vous avez de l'espoir ou pas de retrouver un jour votre goût et votre odorat. Parce qu'avec l'anosmie, il y a sans doute des degrés, donc il faut faire des tests d'olfaction. Mais c'est possible à évaluer ça, oui, fait de savoir si on peut retrouver ou pas? Il y a des tests d'olfaction qui sont mis en place. Aussi... On vous l'a proposé ça, Christa? Absolument pas. C'est fou ça quand même. Oui. Non, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu d'ombre sur votre prise en charge. Enfin, bon, je ne veux pas critiquer, mais je crois qu'il faut aller de l'avant. Il faut faire un petit peu de sympathicothérapie pour stimuler aussi des cellules nasales. La sympathicothérapie? Alors, c'est donc d'aller à la recherche avec des petits stylets dans le nez pour stimuler finalement les cellules nasales et on peut retrouver un petit peu d'odorat. Je ne dis pas tout, mais un petit peu. Et puis, il faut vraiment faire ce test d'olfaction. Il y a des aliments que je ne peux plus manger du tout. Tout ce qui est à base de lait de vache, avant, j'adorais. Et maintenant, je ne peux plus. Ça m'est insupportable, quoi. Et ça vous est désagréable de ne plus pouvoir? Ah oui, vraiment. Ça me donne envie de vomir. Non, mais le fait de ne plus pouvoir en consommer, c'est désagréable? Non, mais il a fallu m'adapter. Donc, même au niveau des courses, parce que instinctivement, je vais toujours vers les mêmes aliments que j'aimais. Et puis là, je dis, ah mais non, je n'aime plus. Bon, donc, allez expliquer ça. Ma fille me dit, tiens, on va se faire un repas de fromage. Je n'aime plus le fromage. Elle me fait pardon. C'est sûr que s'il a goût de vanille... Non, mais comme je vous ai dit, les notions de bon et de pas bon. Et aujourd'hui, c'est toujours... ça s'est un peu développé, votre sens du goût, ou c'est toujours le même goût depuis 10 mois? Bon. Je mange vraiment pour m'alimenter maintenant. Je me dis, voilà, par jour, il me faut autant de protéines. Alors, dans ces cas-là, est-ce qu'il est possible de trouver du plaisir ailleurs? On aimait manger, bon... Plus rien n'est bon, donc est-ce que vous pouvez vous concentrer pour développer d'autres plaisirs? Je vais marcher à la place. Oui. Donc c'est meilleur pour la santé peut-être. C'est parfait pour la santé. Mais c'est vrai que je marche. Et comme vous faites du théâtre, il ne faut aussi pas vous isoler parce que quand on perd un sens, on a tendance au repli et à s'isoler. Alors dans un repas avec des amis, vous pouvez vous dire que vous vous régalez, c'est-à-dire qu'il faut donner le change. Je mens tout le temps. Et voilà. Donc là, quand j'ai parlé justement que je venais à cette émission, le thème, ah bon, même au cours de théâtre, mais on ne le savait pas. Oui. Et bon, j'ai assisté à des repas et tout ça. Et vous faites Ah, tu aimes? Oui, oui, super, quoi. Et oui, même hier, ma fille m'a fait sentir une fleur et du coup, elle me dit, ah, mais oui, tu ne sens plus. J'ai fait, ah oui, devant ma petite fille, parce que bon, je ne vais pas expliquer quand elle me dit, mamie, sent, ah oui, ça sent très bon. Mais voilà, quoi. Donc, peut-être que comme ça... Oui. Vous y arriverez. Oui, je vais y arriver. Alors, on voit une traduction simultanée pendant l'émission. Donc, avant de vous donner la parole, je voudrais juste que vous nous expliquiez, Claudine, ce que vous êtes en train de faire. Je traduis l'émission, en fait, pour Dominique, car il est devenu sourd. Voilà, il nous racontera son histoire tout à l'heure. Oui. Ça va, il n'y a pas trop d'informations à traduire? Ça va, ça le fait, c'est simple. Alors, quand c'est des mots trop compliqués, je ne connais pas, on fait le labial et puis c'est plus facile pour nous. Très bien. Alors, on va d'abord commencer avec notre première partie que nous avons intitulée « Freiner dans ma course », car c'est exactement ce qui est arrivé à notre prochaine invitée, au sens propre comme au sens figuré, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci d'avoir eu le courage de venir nous parler de ce moment difficile où tout a bien failli s'arrêter pour vous. D'abord, on va revenir sur la jeune femme que vous étiez jusqu'à vos 23 ans. À quoi ressemblait votre vie à l'époque? Alors, j'avais 23 ans, j'étais en formation pour être monitrice d'équitation.
En parallèle, je travaillais pour pouvoir financer ma formation. Et donc, j'avais une vie très, très, très remplie. Votre chemin semblait tout tracé. Pourtant, du jour au lendemain, tout a été remis en question. Que s'est-il passé le 12 juin 2003 ? Alors, ce jour-là, j'ai été réquisitionnée pour accompagner le transport de chevaux. Donc, on devait charger des chevaux dans un vent et les emmener pour les changer de pré et les décharger là-bas. Et au moment de décharger les chevaux du vent, il a fallu que j'aille détacher un cheval qui a eu peur parce qu'il avait mal voyagé et donc il a rué, donc il a tapé en l'air avec ses pattes de derrière et donc j'étais derrière lui à ce moment-là et donc j'ai été frappée en plein visage. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti, des minutes qui ont suivi ? Alors je me suis retrouvée de façon instantanée au sol, j'ai pas perdu connaissance. Par contre, j'étais dans le noir tout de suite et j'étais avec des personnes un peu dans un endroit reculé. Donc, les gens qui étaient avec moi n'avaient pas de téléphone. Donc, il a fallu que je leur explique comment utiliser mon téléphone portable que j'avais avec moi pour appeler donc, les pompiers. Les pompiers ont fini par arriver. Je leur ai expliqué mon groupe sanguin, que j'avais des allergies médicales, que je portais des lentilles de contact, des choses comme ça. Vous avez une présence d'esprit incroyable. Ben, je pense que c'est l'esprit qui prend le dessus et qui dit qu'il faut gérer de toute façon la situation de crise. Et vous vous êtes senti partir un peu Pas du tout. C'est après, en arrivant, quand les pompiers m'ont amenée aux urgences, là j'ai commencé à avoir mal, parce que jusque-là, je n'avais pas ressenti de douleur du tout. Et donc, ils m'ont mis dans un coma artificiel. Et je me suis réveillée, moi, 2 jours plus tard, à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes réveillée ? J'étais dans le noir. J'étais intubée, donc réaction où on a un petit peu panique. Et puis, bon, les infirmières qui sont là tout de suite, qui rassurent. On retire le tube, on nous explique ce qui se passe, que j'avais été opérée des yeux et du nez, parce que j'avais vraiment pris le coup de sabot en plein visage et que j'allais être transférée au niveau des soins intensifs, que le médecin allait venir me voir et m'expliquer ce qui m'arrivait. Donc quand le médecin est venu me voir, il m'a expliqué que j'avais donc les 2 globes oculaires qui avaient été explosés, qu'ils avaient rafistolé un peu comme ils avaient pu, mais que j'avais plus de rétine au niveau des yeux. Donc je ne pourrais plus voir. Comment vous avez réagi ? Sur le coup, je pense que l'inconscient fait qu'au moment déjà du choc, le cerveau fait le travail, je pense, de lui-même. Et quand on me l'a dit, je pense que je le savais déjà. Parce que je l'avais compris. Bon, on m'a mis dans le coma, je ne voyais pas. Je me suis réveillée, je ne voyais pas. Bon, ils me disent qu'il faut attendre que les hématomes se résorbent pour voir si éventuellement il y a quelque chose à faire. Mais dans l'absolu, je n'ai pas trop d'espoir non plus, quoi. Donc on est obligé de changer de plan pour le futur ? Plus ou moins, on va dire. C'est-à-dire que le futur, pour moi, pour moi, il était impossible de vivre sans chevaux. Donc, ça a été réapprendre déjà la vie au quotidien pour pouvoir ensuite reprendre l'équitation. Tout de suite, vous vous êtes dit ça ? Ou vous êtes passé par des phases difficiles ? Il y a eu de longs moments de galère où c'était 2003, donc la canicule au mois de juin. Où ça a été pour moi des journées à pas vouloir demander un verre d'eau parce que je ne pouvais plus le faire en toute autonomie, rien que de me lever, d'aller chercher de l'eau, c'était une corvée. Et puis petit à petit, voilà, ça a été réapprendre, surtout apprendre à demander de l'aide au départ. Donc ça, c'est un apprentissage, apprendre à demander de l'aide. Ouais. De l'aide. Oui, moi j'étais très autonome, indépendante. Et devenir dépendante. Il faut faire le deuil de l'autonomie, en fait. C'est l'un des premiers deuils à faire. Au départ, oui. Pour après, justement, se battre pour récupérer un maximum d'autonomie. Alors, c'était il y a 10 ans, 2 mois à peine après votre accident. Vous nous raconterez tout à l'heure à quel point votre détermination a payé. Mais en attendant, on va découvrir le parcours de Dominique. Bonjour, Dominique.
Alors, on précise donc tout de suite pour nos téléspectateurs que vous souffrez d'une surdité totale depuis 4 ans. Vous lisez sur les lèvres, à condition que la présentatrice articule et ne bafouille pas, ce qui est rare pour ce genre de présentatrice. Ah, vous voyez, j'ai parlé trop vite, manifestement. Ah, ça veut dire bafouiller, ça? Pour moi. C'est ça, hein? Ça veut dire bafouiller? Oui, pour moi. Ah oui, parce que vous inventez j'invente votre des petits langage. trucs en même temps. Non, Bon. Donc, vous n'entendez pas et vous refusez de parler depuis que vous avez perdu vos capacités auditives. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à gérer sa voix. À l'intérieur de sa tête, ça résonne. Parce qu'en fait, comme il n'a pas de retour quand il parle, quand il émet des sons, il n'arrive pas à régler le niveau. Non, voilà. Et donc, il a peur de ne pas avoir la voix que vous aviez avant. Bah, surtout, il n'entend pas, alors il n'arrive pas à... Mais techniquement, il y a des sons qui sortent de votre bouche. Oui, un peu, oui. Des petits chut. Par exemple, si vous essayez de sortir un son, là, est-ce qu'on va entendre quelque chose? Si toi, tu veux faire un son. Voilà. Si vous me dites bonjour, dans votre voix. Voilà. Donc en fait, il y a un travail de réapprentissage peut-être, et peut-être que Dominique envisage de le faire. Oui, oui, oui. Voilà, l'orthophoniste peut nous aider pour ça. Même les sourds de naissance peuvent parler. Ils apprennent grâce à l'orthophoniste. Alors, on va remonter le fil de votre histoire et on va comprendre comment tout ça vous est arrivé. Quel homme étiez-vous avant de devenir sourd? Comment on fait homme? Homme. Comment? Homme, la moustache. Ah, la moustache. D'accord. Bah, avant, c'était un bon vivant. Il aimait bien faire des blagues. Des blagues, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas très... Ah, si. Oh là. Ouais. Des blagues. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce sourire? Pourquoi cette photo vous émeut? Bah, c'est à notre rencontre. Ça fait 27 ans. 27 ans? Oui, on vieillit quand même. Enfin, bah, si. Dans les fêtes, en famille, il blaguait, il chantait. Très bon vivant, quoi. Très bon un vivant, joyeux, oui. un guéluron, comme on dit. À quel moment est arrivée la surdité, alors? Déjà tout petit, il avait des problèmes, des otites, beaucoup d'otites. Il a grandi, l'audition commençait à baisser. Après, il a eu un premier appareil, il avait 18 ans. Après, ça continuait à baisser, un deuxième appareil. Et ça continuait toujours à baisser. On a changé d'appareil pour en mettre un plus fort, mais il n'y avait plus rien à faire. Quand vous l'avez rencontré, vous entendiez très bien quand vous vous êtes rencontrés? Oui. Ouais. À quel moment avez-vous compris que vous n'entendriez plus rien? Bah, un jeudi matin, quand je suis allée au travail, avec ma voiture, tout d'un coup, plaf. Et, ça a fait comme une explosion? Oui. Ouais. Après, j'ai perdu le sens de l'équilibre. Ça me tournait la tête. J'ai ralenti, j'ai pris sur moi. Vous étiez seule dans la voiture? Là, j'ai compris que, oui, il partait au travail.
j'ai compris que c'était fini. Et vous, comment vous avez réagi? Ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis ensuite, c'est pareil, j'ai pleuré. D'abord, je fais que de pleurer moi depuis ce temps-là. Vous faites que pleurer depuis ce temps-là? Oui, je suis plus fragile en fait, plus sensible, on va dire. Et puis j'ai appelé les enfants, c'était un mercredi, ils n'avaient pas école. Puis j'ai dit, papa, ça y est, il est sourd. On vous avait prévenu que ça pourrait arriver? Oui, mais pas si vite que ça. Donc il a fallu que vous soyez à la fois le pilier de la famille, forte, en même temps, d'après ce que vous me dites, vous êtes devenue beaucoup plus sensible et émotive. Et puis vous avez un nouveau rôle donc d'interprète. Maintenant, je suis interprète pratiquement à temps plein. Mais bon, maintenant, il essaye de se débrouiller. Il a un peu plus d'indépendance, c'est un petit peu plus libre. Il a moins besoin de moi. Est-ce qu'au début, il y a eu une période de déprime, de repli, Au début, il a fait une dépression. Le problème, il est devenu sourd. Il y a eu un problème avec le travail, il a été licencié. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Il était plieur sur commande numérique dans la métallerie, en usine. Et c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est toujours rebondir. Mais on s'aime, hein, heureusement, parce que franchement, on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Non seulement vous aimez, mais j'imagine que ça a dû créer un nouveau lien entre vous, un lien différent. Un lien différent. Alors, est-ce qu'il est encore plus comme ça? On est vraiment unis. Vous nous direz tout à l'heure comment vous avez réussi à vous battre main dans la main, yeux dans les yeux et mains virevoltant pour affronter cette nouvelle vie et pour que Dominique puisse enfin l'apprécier et ne plus se sentir exclu. Mais d'abord, on va écouter ces quelques messages de la rédaction et s'ils vous concernent, contactez-nous. C'est avec plaisir que nous ferons votre connaissance. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous faites partie d'une famille d'aristocrates ou de nobles et vous avez envie de nous faire découvrir votre vie hors du commun. En grandissant, vous avez tourné le dos à vos origines et vous avez opté pour un mode de vie radicalement différent. Depuis que vous avez épousé un homme ou une femme issus de l'aristocratie, de la noblesse ou de la grande bourgeoisie, votre quotidien a complètement changé. Vous vivez dans un château et pourtant, vous menez une vie toute simple. Vous avez grandi au sein de la noblesse ou de l'aristocratie, mais aujourd'hui, vous faites face à de gros soucis financiers. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, 6 ans après son passage dans Toute une histoire, Roselyne vient nous donner de ses nouvelles. À l'époque, elle avait perdu la mémoire. Vous aviez quel âge à l'époque? 32. 32, il a fallu repartir comme si vous aviez quel âge? Ah oui, comme si je venais de naître. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Nous le découvrirons en images. Nous retrouverons aussi Laurence et Pierre-Antoine qui nous feront partager un moment important de leur nouvelle vie. On remercie tout le monde d'avoir été là pour nous. Ce sera dans la dernière partie de l'émission, dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Depuis que vous essayez par tous les moyens d'avoir un enfant, votre couple s'est fragilisé. La procréation médicalement assistée a fini par essouffler votre couple. Vous avez donc décidé de vous tourner vers l'adoption. Après avoir tout tenté pour avoir un enfant, vous avez décidé d'abandonner vos démarches pour sauver votre couple. Après des années de combat, vous avez enfin réussi à avoir un enfant, mais votre couple n'a pas résisté. Votre long combat pour avoir un bébé vous avait éloigné de votre conjoint, mais l'arrivée de votre enfant a ressoudé votre couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15
ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités ont perdu un ou plusieurs de leurs 5 sens. Ils se sont tous d'abord sentis désorientés et presque amputés, mais sont finalement parvenus à mobiliser leurs forces pour de nouveau apprécier la vie, souvent même 2 fois plus qu'avant. Alors les écouter est une vraie leçon puisqu'ils en sont la preuve. Rien n'est impossible et on va le vérifier avec Pascal dont nous allons découvrir le parcours tout au long de l'émission. Pour quelles raisons vous tenait-il à cœur, Pascal, de partager votre expérience sur ce plateau aujourd'hui? Tout simplement parce que je pense que quand on perd quelque chose, on le récupère derrière. On récupère toujours quelque chose qui compense la perte. Vous en êtes sûr? Oui. Quel que soit le domaine? Absolument. Alors, pour mieux comprendre d'où vous viennent cette force et cette philosophie de vie, on va faire plus ample connaissance avec vous. Vous étiez quel genre d'enfant? À quoi rêviez-vous? Et pourquoi avez-vous su très tôt que vous ne pourriez jamais réaliser votre rêve? Tout d'abord, je voulais être chirurgien. Et on s'est rendu compte très vite, quand j'étais à l'école, que je cognais un petit peu partout. Donc, on m'a fait faire une visite ophtalmologique. C'est là qu'on a découvert, en fait, ma rétinite pigmentaire. Donc, qui est une maladie génétique, tout à fait. Une dégénérescence de la vue, de la rétine, c'est ça? Tout à fait, comme vous le dites dans le Téléthon d'ailleurs. Voilà. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que, bon, pour faire le métier de chirurgien, valait mieux avoir une bonne vue quand même. Alors, vous l'avez appris à quel âge? À 7 ans. À 7 ans. Comment vous avez accusé le coup? C'est-à-dire qu'à 7 ans, on vous a dit qu'un jour, vous perdriez la vue? Oh oui, on me l'a dit pratiquement aussitôt. Et bon, si vous voulez, j'étais enfant, donc j'ai pas... Alors, on est en train de découvrir une photo de vous, enfant. Je sais pas, vous deviez avoir, je sais rien, une dizaine d'années sur cette photo. Vous portez des lunettes, donc vous deviez y voir encore. Oui. À quel âge avez-vous réellement perdu la vue? Alors, j'ai réellement perdu la vue à 30 ans. Est-ce que vous vous souvenez du jour précis où vous avez perdu la vue? Ah oui. C'était quand précisément? Le lundi 24 avril 1989. Comment ça s'est passé ce jour-là? Ah bah alors là, là, ça fait tout drôle. Vous allumez la lumière et vous vous rendez compte qu'il fait vraiment très sombre. Donc vous dites, bah, c'est l'ampoule qui a claqué. Mais c'était très différent de la veille, par exemple? Ah oui, là, j'ai rien compris. Là. Et, enfin, si j'ai vite compris après, une fois que je suis sorti, j'ai été aux toilettes qui étaient juste à côté, j'ai voulu allumer la lumière, j'ai dit non, il n'y a pas 2 ampoules qui peuvent claquer en même temps. Quoi. Voilà, j'ai compris. Et alors là, comment vous avez réagi? Ah, bah alors là, ça a fait un clash dans la tête, quoi. Je me suis dit là, faut que... J'ai cogité, quoi. J'ai réfléchi, je me suis dit là, ça y est, c'est foutu, quoi. C'est terminé. Est-ce qu'on éprouve de la colère? Ah oui, ouais. De la colère, mais il y a aussi derrière quelque chose qui dit que après ça, il y a autre chose. Ça ne s'arrête pas là. Est-ce que ça, vous aviez eu le temps d'y réfléchir à cette philosophie de vie? Oui. Vous étiez préparé à vous dire ça un jour? Oui, quand j'ai attrapé les 17 ans et j'ai vu que la vue commençait progressivement à baisser, c'est là que j'ai commencé à me préparer. J'ai développé mon ouïe. Je l'ai raffiné. Sachant que j'allais perdre la vue, j'avais plus qu'une seule solution pour m'en sortir. C'était où j'allais retenir un maximum de choses. Et là, à ce moment-là, je pouvais m'en sortir. Mais parce que dans ce moment-là, vous puisez dans vos souvenirs? Oui, tout à fait. Quand vous avez envie de voir de la couleur ou des paysages, vous puisez dans ce que vous avez emmagasiné? Tout à fait. C'est-à-dire que je peux aller en vacances avec ma femme. Si on a décidé d'aller en Italie, on va en Italie. Mais si moi, sur mon transat, j'ai envie d'être en Polynésie, je suis en Polynésie. C'est pratique, remarquez. Hein, ça évite, je voyage vite. Voilà, on économise quelques billets d'avion. Voilà. Même s'il fait très mauvais, qu'il ne fait pas beau, ben, j'imagine ce que je veux. Est-ce que les premiers mois, comme Dominique, vous avez éprouvé une baisse de morale? Ah oui, il y a eu une dépression, déprime? Oui, tout à fait. Il y a eu un moment donné où ça n'allait pas, quoi. Je me suis dit, c'est pas terrible.
Je me posais beaucoup de questions. Ça tournait dans la tête, je savais plus trop quoi faire. Et c'est là que j'ai eu quand même de l'aide d'un très bon ophtalmo. Et c'est lui qui m'a orienté vers un centre de rééducation à Marly-le-Roi. Alors moi, je suis allé là-bas surtout pour l'autonomie. C'est ça. En fait, c'est pas pour rééduquer votre vue, qui malheureusement ne pouvait pas l'être, mais pour apprendre à vivre seul. Voilà. Je voulais partir. Je voulais partir tout seul. Je voulais prendre ma canne, utiliser ma canne et aller où je voulais, sans tout à fait l'aide de personne. Plus vite vous êtes autonome, plus vite vous êtes tranquille. Alors depuis, vous avez fait beaucoup de chemin et c'est nous parler de l'homme optimiste que vous êtes devenu, que vous êtes là aujourd'hui. Vous nous direz tout à l'heure comment vous avez réussi à retrouver votre place, à redonner du sens à votre vie, comme on dit. Mais d'abord, on va avancer avec la deuxième partie de notre émission. Elle s'intitule « Ne jamais reculer devant l'obstacle ». Et c'est un titre qui colle très bien à la peau d'Ophélie, notre cavalière, mais qui rend aussi hommage à l'état d'esprit de tous nos invités aujourd'hui. En début d'émission, Ophélie, vous nous avez dit que c'est un accident de cheval qui vous a coûté la vue. Pourtant, loin de vouloir tirer un trait sur votre passion, c'est elle qui vous a peu à peu redonné goût à la vie. Avant de savoir où vous en êtes aujourd'hui, dites-nous de quelle manière vous avez réappris à pouvoir vous débrouiller seul au quotidien. Alors au début, c'est l'entourage qui m'aidait à prendre des repères à la maison. Puis j'ai été donc en rééducation, dans un centre de rééducation fonctionnelle, donc à Marly-le-Roi, comme Pascal. Et donc là, on apprend à utiliser la canne. Donc moi au départ, j'avais une petite réticence pour la canne, parce que bon, c'était quand même... la perte de la vue était instantanée et il a fallu aussi psychologiquement accepter d'utiliser la canne, appréhender le monde extérieur dans le noir et surtout les gens, parce que en fait on se rend compte que le monde est sauvage et qu'il faut apprendre à se déplacer dans un environnement qui n'est pas toujours favorable. Donc ça, c'était pour les déplacements. Puis bon, apprendre à faire à manger en toute autonomie, sans se brûler. Les premiers gâteaux au chocolat, c'était au centre de rééducation. Et puis tout ce qui est technologie, apprendre à utiliser un ordinateur avec une synthèse vocale, les téléphones avec des synthèses vocales aussi, apprendre le braille. Même si aujourd'hui j'utilise très peu le braille, c'est quand même bien pour pouvoir déchiffrer ce qui a marqué sur les boîtes de médicaments, parce que bon, moi je suis maman, donc pour soigner mon fils correctement, c'est bien que je ne me trompe pas dans les médicaments. Des accessoires, même pour bricoler, un marteau, un tournevis, voilà, et il faut être autonome chez soi. Et donc chapeau, parce que j'en connais qui ne savent pas faire des gâteaux au chocolat tout en y voyant très bien, ni utiliser un tournevis tout en y voyant très bien. Donc, chapeau. Et c'est là que vous avez, une fois que vous êtes devenu autonome, que vous avez acquis toutes ces notions, que vous avez pu envisager de pratiquer à nouveau l'équitation comme avant. C'était vraiment un souhait de votre part? C'était un but? Ou vous n'osiez pas l'imaginer? Je suis remontée au départ, mais bon, c'est un ami qui est venu me chercher à la maison parce que bon, il savait que je voulais remonter, mais bon, c'était 2 mois après l'accident, c'était très tôt. Il m'a emmenée, bon, il m'a fait monter sur son cheval que je connaissais d'avant, donc pour moi c'était quand même rassurant. Mais au début, mon corps n'avait pas compensé la perte de la vue, donc au niveau de la gestion de l'équilibre, c'était très compliqué. Et je me suis retrouvée à cheval avec des sensations de débutant et ayant des réflexes de cavalier confirmés. Et c'était très, très frustrant pour moi parce que je n'ai pas retrouvé mes sensations immédiatement. Et il a fallu vraiment du temps pour que le corps compense et que je puisse à nouveau faire des galops dans les bois et sauter des obstacles. Alors, il y a quelques jours, vous nous avez donné rendez-vous lors d'une compétition un peu particulière pour vous. On va découvrir pourquoi elle était si importante. Toujours en selle, c'est le titre que nous avons donné à ce reportage. Près d'Orléans, un grand concours hippique se prépare, le championnat de France des propriétaires. 2500 cavaliers venus de tout l'Hexagone ont fait le déplacement pour y participer. Parmi eux, il y a Ophélie et elle semble tendue. Viens, on va laisser aller. Tu restes là. Je donne déjà le tapis, ce sera déjà ça à moins que je porte.
Clovis, c'est son guide. Comme elle ne voit pas, c'est lui qui va l'accompagner lors de l'épreuve du saut d'obstacle, où elle est la seule non-voyante à concourir. Il y a toujours un peu de nervosité quand on se prépare pour les épreuves. Après, là, c'est vrai que c'est une compétition, c'est un terrain où je suis jamais venue. C'est une première pour moi, donc c'est toujours un peu plus de stress. Ophélie tient à préparer seule son cheval. Ses gestes sont précis, elle les a répétés plusieurs centaines de fois. C'est bon? Ouais. Quelques minutes avant l'épreuve, Clovis et Ophélie font un repérage des lieux. Donc on est rentré dans notre dos par le tunnel. On va traverser un peu la carrière, histoire que les chevaux voient un peu les couleurs, sentent l'ambiance. Bien attendre avant de prendre la diagonale pour se retrouver en face. À gauche. 2, bon, basique. 2, 3, on traîne pas, hein, parce qu'il ne faut pas de dépassement de temps. Au niveau concentration, c'est très fatigant parce qu'il faut vraiment enregistrer à la fois ce qu'on a tracé à pied et toutes les informations que me donne Clovis au fur et à mesure qu'il va falloir mettre en application sur le parcours. Donc là, c'est la mémoire qui travaille en plus de la concentration. Bon, allez, on y va, Ophèle. C'est parti. Et puis, bah, hein, on verra bien ce qui se passe. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. C'est ça. La compétition a démarré, les cavaliers s'enchaînent et c'est à Ophélie et Clovis d'entrer en scène. Il y a beaucoup de vent, Chloé. Ouais, beaucoup de vent. Ophélie est un peu stressée. Ok, je suis là. Très bien. Super, on est sur la grande courbe, on a vachement le temps. Pour l'instant, on récupère le petit côté. Ça y est, je suis sur le petit côté. Au début de l'épreuve, tout se passe bien. Mais très vite, Clovis et son cheval vont commettre une erreur. Ok, on est reparti, on s'arrache pas. 1, 2, je saute. Ophélie ne se laisse pas démonter et poursuit l'épreuve jusqu'au bout. La courbe à droite, Ophèle. La courbe à droite. Ok, on est en ligne. J'ai trouvé que ma jument était top. Elle a très bien sauté et Clovis n'a rien lâché et on a fini le tour. Super, quoi. Après l'épreuve, les deux complices s'autorisent un moment de détente. C'est sympa ce petit plan d'eau là. Ouais, ça détend. Clovis et Ophélie se connaissent depuis 8 ans. Si la jeune femme a aujourd'hui cette incroyable confiance en elle, c'est grâce aux méthodes d'enseignement de son coach. C'est une phrase essentielle qu'il m'a dit sur le premier stage. Il m'a dit « c'est pas moi qui vais te mettre tes limites, c'est à toi de les ressentir, mais tu verras qu'on n'en aura pas beaucoup ». C'est une guerrière, Ophélie. Alors, je sais pas si c'est le sang russe qui coule dans ses veines, mais c'est du guerrier indestructible. Donc à mon avis, il fallait relever des défis, donc il nous en fallait de ce côté très péchu et puis d'une volonté extrême. Depuis son accident, Ophélie a développé une force de caractère qui l'aide à se dépasser tous les jours. Ma passion, elle m'a pris mes yeux, mais elle m'a juste confortée dans mon côté mordant au quotidien et je pense qu'elle m'a renforcée parce que ça m'a toujours donné des combats au quotidien et ça me rend plus forte en fait. Alors, je vous ai vu écouter le reportage, Ophélie, et réagir au moment où quand votre guide a mal sauté l'obstacle. Hop, je vous ai vu sursauter. C'est comme si vous refaisiez le parcours. Oui, parce que je le revis, puis c'est très frais. Mais c'était quand? C'était la semaine dernière. Ah ouais. Donc c'était vraiment... Je le revis parce que j'étais derrière lui et qu'il y a un moment où j'entends le cheval de devant qui fait tomber la barre, j'entends le public qui fait oh et moi je suis derrière, bon, j'ai ma jument qui continue de galoper mais je ralentis, puis d'un coup il me dit on lâche rien, on y va, on repart et on renclenche et on finit le parcours comme ça et c'est vrai que c'est toujours des émotions à 100 à l'heure sur un parcours. Et donc il est tout le temps avec vous, obligé, même quand vous allez vous balader? Oui, après, sur les compétitions, c'est essentiellement Clovis qui me guide, mais ça peut être d'autres cavaliers. J'ai eu plusieurs guides jusqu'à présent. Et il y a encore de nouvelles personnes qui ont envie d'essayer, parce que c'est un sacré défi aussi de voir ce que c'est d'être à la place de Clovis. Et puis, d'essayer de guider... Un défi et puis un acte généreux de partager ça avec vous.
Oui, et puis ça permet aux gens de comprendre aussi la dynamique qu'a Clovis, parce que des fois, les gens disent « Ah, mais là, il a fait une erreur. » Bah, attendez, essayez de le faire à sa place, et puis ensuite, vous verrez. Mais là, il a fait une erreur, mais à côté de ça, il me donne tellement. C'est ce partage qui est essentiel aussi. Alors, vous en êtes où, Ophélie, puisqu'au moment de votre accident, vous prépariez votre monitorat pour devenir professeur d'équitation. Est-ce que vous avez dû abandonner ce rêve? Alors, il y a eu des hauts et des bas. Au départ, j'ai voulu reprendre la formation, puis tout le monde a essayé de m'en dissuader. Donc, à un moment où j'avais plus ou moins décidé de laisser tomber, et puis le naturel est revenu au galop, comme on va dire. Et donc, j'ai été diplômée l'année dernière. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres monitrices d'équitation non-voyantes en France? Non, c'est une première. La première. C'est pour ça que ça a été si compliqué et si long. Est-ce que vous pouvez enseigner? Alors, je peux apporter un complément technique et théorique à tout cavalier, mais je ne peux pas encadrer, par exemple, comme on voit dans les centres équestres, des 12 enfants sur des poneys. Au niveau sécurité, ce n'est pas possible. Il faut être conscient à un moment qu'il y a des limites. On ne va pas mettre en jeu la vie des enfants et leur sécurité. Alors, on va revenir sur le parcours de Dominique, qui nous racontait tout à l'heure être devenu sourd du jour au lendemain à cause d'otite à répétition. Et le jour où vous avez été plongé dans le silence, vous avez perdu le goût de vivre. Il vous a fallu plusieurs années pour redonner du sens à votre existence. Grâce à quoi êtes-vous enfin parvenu à retrouver goût à la vie? Le courage, il s'est battu. Il a surmonté la dépression. Il s'est battu. Surtout, j'ai accepté l'handicap, ce qui n'est pas facile. Parce que c'est un handicap qu'on ne voit pas. Il faut toujours se battre. Apprendre. Toujours le silence, ça devient lourd. Claudine, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur qu'il ne retrouve pas goût à la vie? J'imagine que vous l'avez beaucoup aidé. Oui, lors de sa dépression. Lors de sa dépression, ça m'a vraiment fait peur parce que il était tellement bas et puis je l'ai connu tellement battant avant que c'était pas mon Dominique, c'était pas celui que j'ai rencontré. Comment vous l'avez aidé, vous? Moi, je l'ai aidé déjà en essayant de communiquer tous les deux. Au début, on communiquait que par écrit, alors c'était un peu difficile. Alors on s'est dit, on a fait des mimes, puis on s'est dit pourquoi pas apprendre le langage des signes. Ensuite, en communiquant, puis en se regardant, je pense que... Puis je l'ai aidé aussi... Je suis sûre que, là encore, il y a la perte d'un sens, d'un des 5 sens, mais il y a ce regard qui s'établit entre vous qui est incroyable. Quand on vous voit, vous regardez. Alors évidemment, vous devez vous regarder pour vous comprendre, mais on a l'impression que ça a intensifié vos sentiments, forcément. Oui, parce que parfois, au bout de nombreuses années de couple, on ne se regarde plus du tout. Oui, c'est vrai. Au bout de... personnes au bout de quelques années. Qu'est-ce qu'il y a dans le public, là? Que nous, ça se voit. C'est vrai que... Oui, c'est vrai. En tout cas, là, vous vous regardez. Hein. Oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes heureux aujourd'hui? Oui. Comment on dit heureux? Heureux ou heureux. Ah oui, bien. Comme ça. Alors là, c'est... Oh là, alors là c'est le grand bonheur, là. Est-ce que vous avez retrouvé du travail? Oui. Bientôt, il a un nouveau travail dans un petit village. C'est à côté d'Angers. Il cherchait une personne handicapée et ils ont demandé. Pour faire quoi? De tout. Tout? Tout. Peinture, électricité... On va terminer avec vous, Pascal. Vous nous racontiez tout à l'heure être atteint de rétinite
pigmentaire, dont vous avez perdu la vue à l'âge de 30 ans. Vous nous avez confié vous être préparé, avoir emmagasiné des tas de souvenirs, de vécus, de paysages, de couleurs. Qu'est-ce qui vous a donné l'énergie d'avancer? Parce qu'au moment où ça vous est arrivé à 30 ans, vous avez vous aussi connu des périodes de déprime, vous avez vous aussi éprouvé de la colère. Oui, tout à fait. Mais avant de perdre la vue, je faisais du sport, je faisais de la moto, je faisais du karaté, je faisais de la natation. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, de sport. Et évidemment, le jour où j'ai perdu la vue, je me suis retrouvé avec une canne blanche. Alors évidemment, là, de la moto à la canne blanche, ça fait bizarre, quoi. Hein. Et quand j'étais devant le fait accompli, je me suis dit, maintenant, il faut que je réagisse. Et j'ai cherché, comme Ophélie disait tout à l'heure, on se retrouve dans le monde des sauvages. Alors, il faut pallier à ça. On a du mal à imaginer à quel point le monde puisse être hostile, hein, d'après ce que vous racontez tout d'un coup. Oui, parce que quand je cherchais du travail, j'avais l'impression de rentrer avec une bombe chez l'employeur. Je ressortais aussitôt. Il me disait, reste chez toi, c'est pas la peine de chercher du travail. Quand on se prend plein de portes dans la figure, au sens propre et même au figuré d'ailleurs, on se dit à un moment donné, il faut que ça change, quoi. Et puis j'ai connu Nathalie, ma femme, et c'est là que... Comment vous l'avez rencontrée? Ben, ça fait 20 ans maintenant, le 1er juillet, et elle m'a donné, elle m'a un peu boosté, quoi. Ça a changé, quoi. Je suis passé à un autre monde. Elle faisait quoi? Ah, elle m'a apporté beaucoup de choses. Je ne peux pas expliquer, ça serait trop long, votre émission ne serait pas assez longue. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Donc, manifestement, elle vous a permis d'aller de l'avant, elle vous a donné de l'énergie. Oui, elle me donnait... Ben, c'est-à-dire qu'elle était voyante, elle me connaissait en tant que non-voyant. Alors, pour moi, je me disais quand même, je n'étais pas rejeté, puisqu'elle me connaissait en tant que non-voyant, elle était avec moi. Et j'ai eu un petit garçon qui est là, s'appelle Victorien. Et avec lui, bon, ben, j'ai découvert plein de choses. Et j'ai été elle me faisait confiance, en fait. Elle me laissait partir avec mon fils. Je l'emmenais à l'école, tout. Et un jour, je l'ai emmené à Paris. Alors là, c'est lui qui pourrait peut-être vous dire comment il faisait, en fait. Parce que tous les deux lâchés dans la nature, dans Paris. Ouais, je vais aller lui demander, alors. Hein. C'est pas triste. Voilà, allez, je vais lui demander. Bonjour. Victorien. Alors, Victorien, est-ce que vous vous souvenez de ce voyage à Paris? Oui. Comment faisiez-vous, alors? Bah, je lui disais les panneaux et tout ça, et on se repérait. Et lui, il savait à peu près... Enfin, il savait quoi faire, quoi. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 7-8 ans, je pense. Vous étiez angoissée à l'idée d'aller seule à Paris avec lui? Non, pas du tout. J'avais confiance en lui. Et c'est un beau souvenir? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos de votre père? Qu'il m'épate de jour en jour, qu'il est... Encore aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce qu'il arrive à travailler, à faire comme une personne normale, quoi. Merci pour cette image. Et c'est la maman à côté, peut-être? Oui. Bonjour, on va vous donner le micro. Donc manifestement, c'est vous, Nathalie, qui avez su lui redonner confiance en lui, après ce qu'il dit. Oui, parce que j'ai toujours eu confiance en lui aussi. Hein. J'ai toujours, je l'ai toujours admiré, en fait, la manière qu'il avait de se battre dans la vie. C'est vrai que c'est pas dû à tout le monde non plus. Hein, mais c'est l'une des raisons qui vous ont fait l'aimer. Oui, oui. Merci à tous les deux. Pascal, vers l'âge de 45 ans, vous avez là vraiment trouvé un sens à votre vie. Qu'est-ce que vous avez découvert? Tout à fait. Alors, j'ai découvert, en fait, que le métier de chirurgien que je ne pouvais pas exercer, en cherchant un petit peu à droite et à gauche, et comme je disais tout à l'heure, à force d'ouvrir les portes, il y en a une qui s'est ouverte. Laquelle? J'ai pu découvrir qu'en fait, je pouvais apprendre des médecines parallèles. Alors, c'était la réflexologie plantaire. Et là, je me suis complètement éclaté.
Donc c'est l'art du toucher, c'est l'art de toucher, c'est là que je disais, comme je disais tout à l'heure, on perd la vue et on retrouve un autre sens. Moi, j'ai eu l'impression de retrouver encore plus de sens qu'avant. J'ai l'oreille qui s'est complètement développée, le toucher qui s'est complètement développé, et là, franchement, c'est le top du top, quoi. Puis, quand on est chirurgien, on traite les conséquences d'une pathologie. Vous travaillez en amont, là. Oui, tout à fait, je travaille en amont et j'apprends beaucoup de choses, même avec toutes les personnes qui viennent à mon cabinet que j'ai créé. J'apprends plein de choses et puis en fait, je suis utile à quelque chose. Et ce qui prouve bien qu'à force de se battre, un jour ou l'autre, la roue, elle tourne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Christa ? Qu'il ne faut pas qu'elle désespère. Ça va être très long peut-être pour elle. Moi, ça a été très long quand même. Ça fait 25 ans que je suis non-voyant et il y a que 8 ans que je m'éclate, quoi. J'adorerais vous confier mes pieds. Ah bah, avec plaisir. Tout de suite. Avec plaisir. Effectivement, on l'a vu, en Thaïlande, il y a la plus grande école de massage qui est réservée exclusivement aux non-voyants. Parce que le toucher, ils ont une empathie diagnostique et ils arrivent, grâce au toucher, à repérer le moins de dysfonctionnement et à repérer des maladies naissantes. Le vécu. On sent qu'il y a du vécu, Yvonne, qui revient de Thaïlande, qui a dû expérimenter tous les jours les massages. Et j'avais une masseuse non-voyante. Voilà. Donc c'est elle qui m'a expliqué cela. Effectivement, en plus, c'est de la réflexologie thaïlandaise que j'exerce. Ah, vous voyez ? Très bien, écoutez, on va se reparler à la fin de l'émission. Merci à tous, en tout cas, pour cette belle leçon de courage. Vous en êtes la preuve, hein, si on croit en soi, on a tous le pouvoir de déjouer la fatalité. En tout cas, c'est une bouffée d'optimisme qui règne aujourd'hui sur notre plateau et je dois reconnaître que ça fait du bien. Alors pour continuer sur cette lancée, je vous propose d'ouvrir tout de suite le second volet de notre émission qui sera dorénavant pour vous l'occasion de revoir celles et ceux qui vous ont particulièrement marqué. Aujourd'hui, dans l'Histoire continue, nous allons prendre des nouvelles de Roselyne et de Laurence qui, elles aussi, ont choisi de croquer la vie à pleines dents. Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous, Roselyne. Quel point commun avez-vous avec nos invités d'aujourd'hui ? J'ai perdu un sens. J'ai perdu un sens aussi de mémoire. La mémoire ? Oui, j'avais pas de mémoire. Alors Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 19 février 2007 dans une émission intitulée « Troubles de la mémoire, vivre sans souvenir ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances vous êtes vous-même devenu amnésique ? J'ai été épileptique à partir de l'âge de 6 ans et je ne supportais plus d'être en handicap comme ça. Donc j'ai voulu prendre une opération. Oui. Suite d'ailleurs à l'émission de Jean-Luc Delarue qui était passée dans Ça se discute, les opérés épileptiques. Donc c'est là que vous vous êtes dit, tiens, pourquoi moi je ne me ferai pas opérer ? J'en avais parlé à mon neurologue n'était pas d'accord, il me disait que ça ne se faisait pas. J'enregistrais l'émission parce que je travaillais, et là je lui ai donné la cassette, je lui ai dit maintenant vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Quitte à prendre un risque, quand je on le fais. vous dit que ce sont des émissions utiles... Ah mais tout à fait, je reconnais que c'était vraiment une émission qui m'a permis de voir que c'est faisable. Parce que mon neurologue, ayant des gros risques, n'était pas très d'accord. Donc il me disait que ce n'était pas possible. Là, il ne pouvait pas me dire que ce n'était pas possible. Alors donc vous vous êtes fait opérer ? Je me suis fait opérer en 97. Il m'a enlevé un quart de lobe temporal. Et par contre, je suis restée en semi-coma 3 jours. Et ça m'a fait perdre le marché, l'écriture, le parler, et puis surtout la mémoire qu'on vit tous les jours. Alors, à l'époque, c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Pourquoi aviez-vous souhaité témoigner sur notre plateau ? Parce que j'avais des gens, et encore ça je peux vous y raconter, parce que j'y ai marqué sur un livre, depuis que j'ai perdu la mémoire. J'avais des gens à qui je discutais longtemps, quand j'allais chercher mes enfants à l'école, et par contre, le lendemain, je ne me rappelais pas d'eux. Et les gens, ils ne croyaient pas à ça. Il a vraiment fallu l'émission de toute une histoire avec un reportage, où ils sont venus me dire... Il y a quand même un problème, excuse-nous. Oui, c'est ça. Parce que ça ne se voyait pas, donc les gens ne voyaient pas. Ils avaient du mal à croire que je ne me rappelais pas d'eux la veille. C'est ce qui revient souvent dans le témoignage des invités aujourd'hui. C'est lorsque le handicap est invisible, c'est encore parfois plus difficile pour se faire accepter en tant que tel. Oui, parce que les gens n'y croient pas.
Alors, à 32 ans, vous avez dû repartir de zéro et réorganiser votre quotidien en trouvant des subterfuges pour pallier vos absences. Vous êtes alors devenue la reine des pense-bêtes. Ah oui. Jusqu'au jour où un événement inattendu a de nouveau bouleversé votre vie. De quel revirement de situation s'agit-il? Eh bien, la réponse, tout de suite, en images. Le fait de rester sans mémoire, vous n'aimez pas trop être avec les gens, vous évitez les gens à ce moment-là. Atteinte d'une lourde épilepsie depuis ses 7 ans, Roselyne avait choisi de se faire opérer. Mais en se réveillant de l'intervention, elle avait perdu sa mémoire immédiate. Vous aviez quel âge à l'époque? 32. 32, il a fallu repartir comme si vous aviez quel âge? Ah oui, comme si je venais de naître. Comment votre famille a-t-elle réagi, elle? Ils ont eu du mal à croire que je retenais pas comme ça. Surtout mes enfants. Bon, qu'est-ce qu'on devait acheter encore? Je me rappelle plus. Les crampons, je te l'ai déjà dit. Tu me l'as déjà dit, il faut s'en rappeler. 3-4 fois. Oui, 3-4 fois, il faut s'en rappeler. Hein, c'est pas évident. Les moindres gestes du quotidien étaient devenus une épreuve pour cette mère de famille. C'est difficile parce que j'ai l'impression que le rôle est inversé. J'ai l'impression qu'ils m'assistent pour m'expliquer, pour me faire rappeler, pour... De toute façon, ils ne seraient pas là, j'aurais tendance à mélanger les trucs. Hein. Alors, pour gagner en indépendance, Roselyne avait trouvé quelques astuces. Roselyne, comment vous vous souvenez qu'on avait rendez-vous ensemble aujourd'hui? Écrit sur mon frigo, sur mon bureau, dans mon sac. Si je note pas tout de suite, mais je perds tout. Cinq ans plus tard, nous retrouvons Roselyne. Depuis son passage sur notre plateau, sa vie a pris subitement un nouveau tournant. En 2009, le mois exact, je ne me rappelle pas trop, j'ai su dire à mon mari « Tiens, il m'est arrivé ça hier ». Et c'est là qu'il m'a dit « Bah oui, comment ça se fait ?» C'est comme ça que je me suis rendu compte que ma mémoire revenait. Pour moi, ça a été un peu magique, parce que je ne m'attendais pas du tout à retrouver cette mémoire. À la joie de ce moment inattendu s'ajoute néanmoins aussi pour Roselyne la douloureuse impression que 12 années de sa vie lui ont été volées. Je me souviens de rien pouvoir faire. Je me souviens de ne pas pouvoir regarder la télé, de ne pas pouvoir lire, de ne pas pouvoir écrire. Je me souviens de ça, que je faisais rien. Puis ça c'est dur. Mes enfants, c'est eux qui m'ont fait retrouver la vie, qui m'ont donné le courage. Une seconde vie s'offre aujourd'hui à Roselyne, avec cette fois-ci des souvenirs à construire. Me sentant un peu plus normale, j'ai envie de profiter, envie de m'amuser. Aujourd'hui, j'apprécie le moment de tous les jours. Et en plus, je suis capable de dire « j'ai fait ». C'est ça qui est agréable. De perdre 12 ans de mémoire de sa vie, je crois qu'après, on revenait et on repart. Comme si les 12 ans n'avaient pas existé, comme si on revivait du début. C'est vraiment une renaissance pour moi. Josiane, l'amie de Roselyne, et Alexandre, son fils, ont tous les deux assisté à sa métamorphose lorsqu'elle est sortie de toutes ces années de brouillard. Depuis qu'elle a retrouvé la mémoire, je me suis découvert une nouvelle mère. Une mère pleine de joie, qui a envie de vivre sa vie, la vie qu'elle n'a pas eue avant. Elle voudrait sortir, aller dans les bals, s'amuser, danser. Je suis sûr, on lui propose d'aller en boîte, on y va. Alexandre et Josiane sont admiratifs du courage que Roselyne a déployé pendant toutes ces années. Elle était un personnage avant, et maintenant elle est un autre personnage. Elle conduit, elle travaille, elle a sa vie comme tout le monde. Donc elle se sent plus le paria de la société. C'est un rayon de soleil. Ma mère, c'est un modèle. Un modèle de courage, que la vie n'est jamais perdue, qu'il y a toujours un espoir et qu'on peut toujours vivre sa vie, même après arriver à 40 ans, on peut quand même vivre sa vie. Je suis en admiration dans des gens comme Roselyne, parce qu'elle mérite ce qu'elle a aujourd'hui et elle s'est battue pour y avoir. Je lui souhaiterais que, déjà, que la maladie, elle ne revienne plus, qu'elle aille toujours aussi bien, qu'elle se souvienne de mieux en mieux de toutes les choses, et puis qu'il ne lui arrive plus jamais de problème.
4 ans après avoir subitement retrouvé la mémoire, Roselyne consulte encore régulièrement son neurologue, le docteur Gonneau, toujours aussi stupéfait des progrès de sa patiente. Alors, est-ce que vous avez encore des trous de mémoire par moment, ou des moments où vous avez l'impression que votre mémoire, elle vous échappe? La mémoire que j'ai besoin normale tous les jours, ça va bien. J'ai pas à me plaindre. Dans les activités à la maison? Ça va. Dans les relations avec la famille, avec les amis? Ça va. Pas de problème. Non. Pour être très clair, je crois qu'on n'a pas d'explication évidente à ce qui s'est passé pour le retour de votre mémoire. On est dans une incertitude d'explication claire. Je pense que vous êtes unique. La médecine ne peut expliquer sa guérison. Mais aujourd'hui, pour Roselyne, le plus important est d'avoir retrouvé son autonomie. En tout cas, moi, je suis très heureux que ça reste. Que ça soit un résultat stable. Parce que ça vous a permis de retrouver un travail qui vous plaît. Et c'était vraiment votre objectif principal. Ah oui. Après l'opération et même avant. Enfin, j'ai toujours été combattante, de toute façon. Oh oui. Ça, vous me connaissez comme ça. Absolument. Chaque jour, Roselyne écrit une nouvelle page de sa vie, avec ses proches. Son fils, Alexandre, l'emmène ce soir redécouvrir la danse. Du tango? Ouais. Ça? Ouais. Bah viens, on va essayer. Bon, bah on va essayer ça. Hein. Ouais, ça permet de connaître. Je crois qu'on va y arriver. J'en sais rien, on va essayer. Hein. J'essaye tout. Hein. Roselyne pose les yeux d'une enfant sur cette nouvelle activité dont elle avait oublié l'existence. Donne-moi ta main. Comme ça. Mets-toi contre moi. Tu recules en même temps que moi. Tu fais un pas comme ça. Hop, et après tu repars là-bas. Attends, mais tu sais faire, toi? Bah non, j'ai regardé tout à l'heure. Les premiers pas de Roselyne sont hésitants, mais elle se laisse guider par son fils. Tu vois, c'était bien. C'est gentil, je connaissais plus. Bon, ça t'a plu? C'est super, ouais, c'est super. Comme ça, voilà, on réessayera autre chose. Là, C'est bien, ça. Tu vois. Super, ouais. T'as peut-être jamais dansé en plus, ça. Je sais pas. Là, au moins, tu t'en souviendras. Par contre, à partir de ça, tu vois, je vais réapprendre des choses. Chaque nouveauté devient pour Roselyne un véritable moment de bonheur. Non, c'est super. Non, c'est bien. Ça fera un souvenir en commun, quoi. C'est bien. On s'en souviendra. Ouais, c'est bien. Je te remercie. Là, de rien, c'est normal. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est gentil, mon petit peu. C'est ça. Gentil, mon petit ça. Roselyne, très émue par ce reportage. C'est comme si les rôles s'étaient inversés. Oui, ah bah oui, pendant 12 ans. C'est votre fils qui vous réapprend la vie? Oui. Pendant 12 ans, ça a été tous les jours apprendre. Même encore maintenant, j'apprends tous les jours. Grâce à votre émission, j'ai su le tango, je ne me rappelais pas. Et d'où ça venait, en plus. Vous ne vous souvenez pas si un jour vous avez su danser le tango? Non. Non, et puis en plus, je Donc savais vous avez plus. en fait l'émerveillement d'une enfant devant tout ce qu'il vous reste à apprendre de la vie. J'apprends tous les jours. C'est merveilleux, c'est comme si vous Tous les étiez jours. née une Ah, mais deuxième c'est ce que fois. je dis, hein. C'est super la vie. C'est ce que je voulais dire à cette dame. Elle a peut-être perdu un sens, mais tu la trouves avec quelque chose de merveilleux derrière. Il faut prendre la patience. Si je suis là, c'est pour ça d'ailleurs. Il faut avoir de la patience, beaucoup, beaucoup de patience. Si vous êtes là, c'est pour dire ça. Voilà. Soyez patient. Soyez patient, parce que moi, j'y croyais pas. Un jour, je me réveille, je me rappelle de quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de l'émission? Ah non, je ne peux pas vous dire. De Jean-Luc Delarue? Ah non, je ne peux pas vous dire. Non, non, je ne me rappelle de rien du tout. Hein. Je me rappelle de lui parce que je l'ai vu à la télé tout le temps, mais sinon, je ne serais pas capable. Est-ce que donc, votre mémoire est revenue comme ça subitement, mais est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui d'avoir des souvenirs qui remontent de cette mer inconnue? Ah non, des 12 ans passés, non, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait. Il n'y a rien qui remonte à la surface? Rien du tout. J'ai eu de la difficulté à marcher, je ne peux pas vous le dire. La difficulté à reparler, bon, je peux le dire parce qu'il y a le 3/4 des mots que j'apprends tous les jours, hein. Donc je sais. Mais sinon, non, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. J'ai perdu ma maman, son année. Il a fallu que je le lise après que j'ai retrouvé ma mémoire pour vous dire qu'elle est morte en 2003. Sinon, avant, je ne me rappelais pas. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir de réapprendre? Tout.
C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on sent... On a envie de croquer la vie, mais tout nous fait plaisir, c'est ça que je veux dire, c'est tout. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie concrètement depuis? Est-ce que vous étiez auparavant, avant cet accident, au dire de vos proches, parce que vous en souvenez certainement pas, est-ce que vous étiez dans le même état d'esprit? Est-ce que vous étiez aussi joyeuse, aussi gourmande de la vie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais la fille très renfermée, à pas oser me montrer. Non. Maintenant, j'ai envie de croquer la vie, puis de connaître tout, en fait. J'ai envie de m'amuser, de tout. Est-ce que vous vous imposez des limites, quand même? Des oui, freins? Oui, un petit peu, quand même. Lesquelles? Non, puis j'apprends ce qui se fait, ce qui se fait pas, des choses qui se disent, qui se disent pas, J'apprends. Vous êtes obligé de réapprendre l'éducation aussi. Voilà, tout. Fais attention, beaucoup de personnes, d'ailleurs la personne qui est avec moi, beaucoup de personnes me disent « fais attention, ça se fait pas, fais attention, ça se dit pas ». Là, je reprends à travailler. J'ai une blouse pour mon travail. Je savais pas qu'on n'allait pas au travail sans avoir un vêtement qui dépasse de la blouse, par exemple. Je reprends le monde du travail, je reprends tout. On ne doit pas avoir un vêtement qui dépasse de la blouse? Non, justement, avoir une jupe qui est plus grande que la blouse pour pas montrer qu'il y a... Voilà, que moi, je n'avais pas pensé. J'étais allée en short, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas aller en short. Pour quelles raisons avez-vous tenu à venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui? Pour aider les patients. Que justement, prendre le courage, prendre le temps. Même si les médecins vous disaient, moi, ils me disaient que je n'allais peut-être pas retrouver, j'ai retrouvé. On a une patiente qui a retrouvé la vue. Il faut attendre. Alors, vous vouliez nous parler d'une association aussi? Oui, je fais partie de l'association de l'épilepsie parce que c'est à partir du moment où je me suis fait opérer, ils m'ont contactée. Et puis, je suis beaucoup avec les patients. S'ils ont besoin, je suis là. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir un malade avant moi pour me montrer. Donc, j'ai vraiment cru de ne pas revenir. Très bien. Donc, vous avez envie de faire partager votre expérience. Je veux montrer aux gens, puis qu'ils partent moins avec la peur, qu'ils soient là, mais qu'ils ne partent pas avec la peur. Bon, votre témoignage force l'admiration. On va souhaiter qu'il donne de l'espoir à toutes celles et ceux qui en ont besoin. On va maintenant revenir sur l'histoire de Laurence. Le 10 novembre 2010, Laurence, j'avais eu le plaisir de vous recevoir avec votre compagnon Pierre-Antoine. Rappelez-nous quel était le thème de l'émission. En amour et ils mettent le turbo. Alors, à quel point aviez-vous mis le turbo, tous les deux, si je peux me permettre d'utiliser cette expression? Alors, on s'était rencontrés sur Internet, puis on s'était vus une semaine, 10 jours après, embrassés tout de suite, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Je crois qu'on a dû se fiancer 2 mois après. 1 mois a suivi, j'étais enceinte, et 2-3 mois après, j'ai déménagé pour emménager avec lui. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Alors, plutôt bonnes, mais bon, sûrement de l'appréhension. Enfin, c'est normal. J'habitais déjà pas ma région, on va dire, là où j'étais née, là où il y avait mes parents. Donc, ils étaient loin. En plus, Internet, voilà, on se fait toujours un peu de soucis. Une jeune femme, 30 ans, on a un seul coup qui quitte tout, son travail. Donc il y avait sûrement de l'inquiétude, mais tout le monde me faisait confiance, quoi. Vous en étiez où avec Pierre-Antoine lorsque vous êtes venu il y a 2 ans et demi? On devait se marier. Alors, avant de découvrir si vous avez finalement mis votre projet à exécution aussi vite que prévu, je vous propose tout de suite de revoir un extrait de votre précédent passage à toute une histoire. C'était une sensation, c'était de la séduction, mais vraiment très naturelle. Célibataire de 29 ans, Laurence avait décidé de prendre sa vie sentimentale en main et de rejoindre un site de rencontre. Je m'inscris, puis je vois l'affiche d'un beau jeune homme. Je lui ai écrit un petit message. Il m'a proposé d'échanger une adresse pour une messagerie instantanée. Et quelques jours seulement après leur premier contact sur Internet, les choses étaient allées vite, très vite, entre Laurence et Pierre-Antoine. Je crois que je tombais amoureuse sans vraiment m'en rendre compte. J'étais attachée, on va dire. Sans se rencontrer et sans l'entendre. C'est ça. Laurence et Pierre-Antoine avaient alors souhaité se rencontrer pour la toute première fois.
Alors au début, ça devait être, bon, on se verra dans un mois, puis en fin de compte, ça c'est fini. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais dans 3 jours? Et puis... Et donc il est venu. Donc voilà, il est venu. Donc les regards se croisent et puis on s'embrasse sur la bouche. Enfin, c'était, on était ensemble, quoi. Pour nous, c'est mon ami et voilà. Depuis ce premier rendez-vous, le couple ne s'était plus jamais quitté. Et sur notre plateau, Laurence et Pierre-Antoine nous avaient réservé une petite surprise. Qu'est-ce qui s'est passé 3 mois plus tard? Un bébé. Oui. C'est une petite fille. Oui. Elle s'appelle comment? Lily. Lily. Elle est par là, Lily? Des projets d'avenir? On n'est pas mariés, donc on le fera, je pense, en 2012. Trois ans après l'émission, nous retrouvons Laurence et Pierre-Antoine pour une journée très spéciale. Mariés depuis le 21 juillet 2012, le jeune couple fête aujourd'hui ses noces de coton. Et pour célébrer leur premier anniversaire de mariage, Laurence et Pierre-Antoine ont réuni famille et amis dans leur nouvelle maison. Il y en a 3. Aujourd'hui, âgée de 3 ans, leur fille Lily fait également partie de la fête. Et alors? Oh, puce, regarde. Tu vois, on a l'impression de refaire le mariage. Ouais. C'est... Bah, j'aurais pas fait pour 150 personnes, hein. T'es pas contente qu'il y ait la fête? On retrouve tout le monde? Oui. Tout le monde qu'on avait vu l'année dernière? Les parents de Laurence n'ont pas vu le temps passer et sont d'autant plus émus pour leur fille. Enfin, quand même, en 4 ans, tu te rends compte un peu de la transformation. Déjà, rien qu'il y a un an, on était à peine dans la maison. Ouais, c'est vrai que ça a été rapide. Ouais. Non, on s'y attendait pas. Ça, c'était rapide. On n'avait pas encore l'âge d'être grands-parents, on n'avait même pas envisagé la chose. Non, c'est vrai. C'est vrai. Heureux que vous soyez heureux tous les 3. Soyez bien installés, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Qu'ils soient heureux longtemps. Tu veux un bisou? C'est aujourd'hui la première fois depuis leur mariage que Laurence et Pierre-Antoine réunissent tous leurs proches. Tu veux qu'on ouvre la puce? Bah attends, on voulait s'excuser de l'année dernière parce que je crois qu'on n'a pas fait de petit discours pour remercier tout le monde. Donc on en profite encore un petit peu mieux cette année. On remercie tout le monde d'avoir été là pour nous, d'être encore là pour nous pendant encore beaucoup d'années, on espère. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux de pouvoir réunir encore une fois nos familles, nos amis. On vous aime merci, fort merci à tous. Merci. Il y en a qui ont envie de se faire inviter pour prendre le dessert, hein? Mais c'est pour Lily, c'est l'anniversaire de Lily ou quoi? La fête terminée, Laurence et Pierre-Antoine se retrouvent enfin à 2. Ah, cette journée. Ça faisait trop plaisir de revoir tout le monde. Mais c'est passé trop vite encore. On aurait dit comme le mariage. Bah... Les gens, ils arrivent, hop, t'as pas le temps de profiter d'eux. 4 ans seulement après leur rencontre, le couple a encore aujourd'hui des rêves plein la tête. Ça serait marrant, Lily avec un petit frère et une petite sœur. Non? Ce serait trop rigolo. Tu la vois? Si jamais on y arrive, l'année prochaine, on fera une fête juste pour ça. Ça serait cool de réinviter tout le monde. T'aimes. Alors, Laurence, pourquoi avez-vous tenu à célébrer votre première année de mariage? On appelle les noces de coton. Ça tombait un week-end déjà, c'était bien pratique pour réunir tout le monde. Comme moi je suis de Paris, j'ai habité à Annecy, donc il y a un petit peu de monde à réunir, à faire déplacer. Et puis comme je disais dans le reportage, ça passe tellement vite. Enfin, le mariage, on est dans son truc. Enfin, il y a 150 personnes, mais au final, on est 2, quoi. On voit pas la journée passer. Et là, on a un petit peu plus profité de tout le monde. Et puis les gens se rappellent. Voilà, ils racontent des petites anecdotes du mariage. On se rappelle, quoi. On se souvient. Puis une année, ça passe tellement vite. D'un comportement turbo, là, vous avez envie de prendre le temps. Oui, de profiter chaque minute, quoi. Parce qu'on se rend compte que... Voilà, une fois qu'on est bien, c'est chaque minute maintenant qu'il faut apprécier, quoi, chaque seconde. C'est quoi le secret d'un turbo couple? Je sais pas, je pense qu'on était simple et qu'on est resté simple et qu'on communique beaucoup, qu'on est vraiment très, très honnête, autant dans les mauvais moments que dans les bons.
Et puis voilà, on profite, quoi. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, Et depuis, vous n'avez rien n'a été à l'origine d'une déception, non? Parce qu'on prend des risques quand même quand on se connaît si peu. Oui, mais je pense qu'il faut prendre des risques. Parce que... Cela dit, on en prend tout le temps. Ouais, on en prend... Oui. Ouais, on en prend tous les jours. vie est Et bien, puis, on n'en prend peut-être même pas assez, quoi. Et puis, enfin, je veux dire, même si après ça peut débouler sur quelque chose qui fonctionne un temps, on le sait, il y a quand même beaucoup de gens qui se séparent et qui... Après, il y a aussi beaucoup de gens qui se remettent ensemble. Donc, voilà, c'est que des jolies choses, de toute façon. Enfin, je rejoins... Il n'y a que du bonheur à venir, quoi. Voilà, comme disait l'émission de Jean-Luc Delarue, la vie est difficile avec beaucoup de soucis, mais tellement agréable à vivre. Il avait eu dit dans une émission. Pierre-Antoine n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais il a tenu à vous adresser un petit message. Désolé de ne pas être avec vous sur le plateau aujourd'hui. Ça m'aurait fait vraiment plaisir. Juste ce message pour vous dire que je vous aime très très fort, que chaque moment passé avec vous est un pur bonheur et que j'ai hâte de vous retrouver, tout simplement. Je vous aime fort, mes amours. Alors, il s'adresse à vous et à votre fille, j'imagine, ou alors il vous voit. Donc, la petite fille, elle s'appelle Lily. Lily, elle va nous rejoindre. Elle a donc quel âge, Lily? Elle a 3 ans. 3 ans. Avec du recul, quel regard portez-vous sur votre histoire? Bonjour, Lily. Tu dis bonjour. Non? Un petit peu impressionnée. Elle est très grande, non? Elle est grande. Hein? Elle est grande. Hein? Ça va? Attends, touche pas le Alors, micro, quel est le regard que vous portez sur votre histoire? Après coup, je me dis qu'on est allé très vite et qu'effectivement, quand j'y repense, je me fais peut-être un petit peu peur. Ouais, c'est vrai. Vous ne referiez pas les choses de la même manière aujourd'hui? Si, je pense, parce qu'il faut, comme je disais, faut pas louper le coche, quoi. On ne sait pas si c'est un bonheur d'1 an, de 3 ans, de 10 ans ou de 50 ans qui nous attend. Mais quelque part, c'est un bonheur. Donc, on verra la suite, quoi. C'est ça le plus important, je pense. Il faut savoir écouter sa petite voix. Ouais, c'est ça. Faut foncer. Alors, je vais vous demander à toutes les deux de signer le grand livre de l'histoire continue. C'est Roselyne qui va commencer. Tu vas faire un dessin? Merci. Voilà, je vous laisse signer ce grand livre de l'histoire continue. Merci d'être revenu sur notre plateau. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres histoires. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Mon cher ami, mon cher amour, tu es entré dans ma vie, ma prise de court. Tu m'as donné l'envie de croire à l'amour. J'ai oublié ce qu'était l'ennui avec tes mots de velours, des promesses qui m'obsèdent nuit et jour. Je veux me réveiller chaque matin. Tout au début, c'était juste de la violence verbale. Pour moi, c'était la normalité. C'était des querelles de couple. Je me suis mis en couple avec lui fin août et la première rafale de coups est tombée courant octobre. C'est monté crescendo. Il y a eu une petite claque, puis une grande claque, puis un premier coup de poing, première luxation du genou, premier nez cassé. On frappe pas un chien comme ça. On frappe pas une bête comme ça. Il m'a dit qu'il allait arrêter, qu'il ne recommencerait plus, qu'il se ferait soigner. À chaque fois, c'était mais tu m'aurais pas cherché, j'en serais pas arrivée là. J'étais prisonnière de cet homme. J'avais plus personne, j'étais isolée et même moi j'étais convaincue que c'était moi le problème, que j'étais malade. Je veux dire à toutes les femmes qui sont encore sous l'emprise d'individus violents qu'il y a des solutions et qu'on peut s'en sortir.